Voilà, merci beaucoup Dominique, merci à vous tous. Merci à l'UQAM, aux organisatrices, aux organisateurs de m'avoir incluse dans cette journée d'études et surtout d'avoir organisé cet événement sur ce thème si important. Une petite note, j'arrête pas ces derniers temps, les choses bougent tellement vite qu'il faut sans arrêt que je change mes présentations comme 5 minutes avant. Mais juste pour dire que ma conférence porte beaucoup sur la façon dont les femmes qui prennent parole, surtout dans l'arène politique, sont bâillonnées. Mais je voulais noter que, évidemment, vous avez tous entendu qu'avant-hier, aux élections états-uniennes de mi-mandat, un nombre record de femmes démocrates, plus de 100, ont été élues au Congrès, y compris les premières femmes autochtones, les premières femmes musulmanes, ainsi que des membres d'autres groupes minorisés, ainsi que malgré ces efforts soutenus d'empêcher les femmes de parler, de s'exprimer et d'atteindre des situations de pouvoir, elles persistent et parfois même elles gagnent. Alors je voulais prendre ce moment pour les saluer et pour saluer aussi les hommes alliés qui luttent à leur côté. Le 30 mai 2017, environ 7 mois après l'élection de Donald Trump, la comédienne Kathy Griffin affiche sur Twitter et Instagram une photo d'elle tenant un masque sanglant à l'effigie de Trump. Elle le légende, il y avait du sang qui sortait de ses yeux, du sang qui sortait de son je ne sais quoi. Un renvoi aux remarques de Trump au sujet de la journaliste Megyn Kelly, auquel je reviendrai à la toute fin de la présentation. Elle salue aussi le photographe Tyler Shields qui a pris la photo. Un deuxième gazouillis de Griffin, tout de suite après, envoyé en même temps, en fait, affirme qu'elle ne souhaite ni ne fait appel à aucune forme de violence envers personne et qu'elle ne fait que railler le railleur en chef. Malgré cela, les personnalités politiques s'unissent, politiques, culturelles, médiatiques s'unissent pour la condamner, l'accusant d'incitation à la violence. La photo devient virale et est reproduite la grande majorité du temps, vous l'aurez vu, sans le texte qui l'accompagnait. Griffin présente rapidement ses excuses, c'est la vraie photo, par vidéo, reconnaît avoir été trop loin avec ses images et se montre extrêmement contrite, mais voit néanmoins plusieurs spectacles annulés et contrats résiliés. Plusieurs parodies apparaissent, suggérant que Griffin s'est tiré une balle dans le pied, si vous me permettez de mélanger mes métaphores. Mais quelques mois plus tard, elle va renverser sa position. Refusant de se faire bâillonner, elle retire ses excuses et contre-attaque, disant que Trump s'en est pris à elle parce qu'elle est une femme dans la cinquantaine qui ose parler, ce qui en fait une cible facile. Elle refuse d'être intimidée et au contraire repart sur l'offensive avec un spectacle intitulé « Laugh Your Head Off », expression idiomatique anglaise qui signifie rire à en perdre la tête. C'est en comédienne donc qu'elle répond, mais ce refus de se faire bâillonner révèle un problème plus répandu, celui du fait que la société trouve toutes sortes de façons de faire taire les femmes. Ce que je veux faire aujourd'hui donc, c'est de réfléchir à partir de cette image et de cet incident aux multiples liens que l'on peut tisser, la plupart visuels, afin de faire ressortir la longue tradition qui tente de réduire au silence les femmes qui osent prendre la parole. Et là, je vais vous garocher une tonne d'images, si vous me permettez. Donc, j'aimerais revenir au gazouillis initial de Griffin, qui salue Tyler Shields. Shields, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, jeune photographe dans la trentaine, un homme blanc. Il est anciennement skateboarder professionnel. Il s'est fait une réputation comme provocateur. Il se retrouve souvent dans l'eau chaude, par exemple, pour la photo en haut à droite de Heather Morris, qu'il a prise en 2011, qui faisait partie d'une série de photos, elle a un œil au beurre noir, où il est accusé de prendre la violence conjugale un peu à la légère. Plus récemment, en 2015, il présente une série intitulée « Fiction historique », dans laquelle, entre autres, il renverse les positions raciales aux États-Unis. On en voit deux exemples en bas, un homme noir à gauche, je ne sais pas pourquoi il est nu, mais voilà, lynchant une personne du Ku Klux Klan. Alors que Shields est reconnu dans le gazouillis initial de Griffin, c'est Griffin qui s'attire toute la foudre. Dans une entrevue, elle dit que c'est symptomatique de la société patriarcale qui, ayant le choix, va choisir d'attaquer la femme plutôt que l'homme. Shields, par contre, prend une direction différente. Dans une entrevue, il dit que c'est de l'art et que, comme tel, tout est permis. Je me suis dit que, en tant qu'historienne de l'art ici, et peut-être pour continuer un peu ce dont
Cynthia a parlé ce matin, elle a parlé de l'histoire de l'architecture comme étant de l'activisme. On fait de l'histoire de l'art comme de l'activisme, c'est ce que j'espère faire. Je pense qu'il faut qu'on se penche peut-être sur cette déclaration. Je la trouve un peu floue, mais pour moi, ce que ça semble vouloir dire, c'est que c'est de l'art, ça n'a aucun effet sur la vie réelle, ça existe dans une espèce de sphère éthérée, indépendante, et que ça n'a donc aucun effet sur le réel. C'est donc vers certains précédents dans la culture visuelle que j'aimerais me tourner pour questionner un peu cette notion. Et je vais passer les 3 premières en revue rapidement et vraiment m'attarder sur la dernière. Alors la première, peut-être parce que je suis 18-19e à l'origine, c'est que c'était la première référence qui m'est venue en tête, c'était la décapitation évidemment de Louis XVI. Et dans ce sens, la photo de Griffin renvoie vraiment exactement à ça parce qu'il s'agit de la décapitation du chef d'État. Salomé Saint-Jean-Baptiste. Rapidement l'histoire, Salomé, en remerciement du roi Hérode pour la danse qu'elle vient de performer, elle reçoit la tête de Saint Jean-Baptiste. Elle a fait cette requête bizarre parce que sa mère lui a demandé de le faire, mais la façon dont on se souvient de Salomé, c'est que c'est une jeune fille capricieuse et que, voilà, c'est ça le danger qui arrive quand on donne du pouvoir aux jeunes filles capricieuses. Autre incident biblique, celui de Judith et Holoferne. Un cas intéressant vraiment où cette femme en situation de pouvoir est célébrée. La veuve Judith, pour sauver son peuple, séduit Holoferne, le tyran syrien, puis l'assassine dans son sommeil. Elle est célébrée pour cet acte salvateur. Il existe quelques représentations qui la montrent simplement avec la tête d'Holoferne. Et je m'excuse, comme toutes ces images de tête décapitée, ça devient un petit peu fatigant. Mais elle est également montrée très souvent dans l'acte même. Peut-être une façon de travailler le traumatisme du viol dont elle-même avait été victime et du procès qui avait suivi ce viol. Mais ce qu'on voit arriver dans l'histoire de l'art et dans l'histoire culturelle de la fin du 19e siècle, avec le symbolisme, c'est que Judith devient mélangée avec Salomé et donc perd son pouvoir qu'elle avait acquis. J'avais juste, en parlant de président, un essai rapidement. Barack Obama s'est fait critiquer quand il a choisi Kehinde Wiley pour faire son portrait officiel. Kehinde Wiley est le premier peintre noir qui a peint un portrait officiel d'un président aux États-Unis. La raison donnée pour laquelle il a été critiqué, c'est qu'il avait peint une série d'images montrant Judith et Holoferne. Et ici, le renversement, c'est Judith, une femme noire, avec Holoferne, qui est une femme blanche, dans cette série de Wiley. Anyway. Persée et Méduse, qui est dans les critiques envers Kathy Griffin, l'événement ou l'incident qui est le plus souvent ramené, c'est celui de Persée et Méduse. Il y a évidemment un renversement de genre ici, mais on a vu que Tyler Shields, dans sa photo, pratique souvent ce genre de renversement. Donc, pour rappeler l'histoire de Méduse, c'est une des 3 sœurs Gorgone. Elle est extrêmement belle. Et un jour qu'elle était en train de prier dans un temple dédié à Athéna, le dieu Poséidon la voit, la désire et la viole. Athéna, qui est une déesse vierge, est absolument outrée du fait que son lieu sacré était désacré, et donc punit Méduse, oui, la victime, en transformant ses beaux cheveux en serpent et en lui donnant le pouvoir de transformer en pierre toute personne qui la regarde. Durant la campagne électorale présidentielle de 2016, circule auprès des républicains une image photoshopée du Persée de Cellini avec Trump en Persée et la tête décapitée de Hillary Clinton. Loin d'être condamnée, celle-ci se trouve célébrée et reproduite sur toutes sortes d'objets à vendre, des tasses, des t-shirts, etc., qui sont mis à vendre juste à l'extérieur du Congrès national des Républicains et aux côtés d'une multitude d'autres objets anti-Clinton à teneur misogyne. Réagissant au tollé autour de l'histoire de Griffin, quelques mois plus tard, Hillary Clinton remarquera que personne n'avait rien dit quand c'était sa tête à elle qui était montrée décapitée.
Si les réactions à ces deux décapitations semblent contrastées, elles se rejoignent dans le désir qu'elles trahissent de faire taire la femme qui prend la parole. D'une part Hillary Clinton, d'autre part Kathy Griffin. Ce n'est pas la seule image de Trump en percée. Si vous n'avez pas vu assez, je vous en montre une dernière. Tenant la tête de... C'est vraiment du ridicule au ridicule, c'est même pas du sublime ridicule. Anyway. Et Clinton va souvent être montrée en méduse. Il y a plusieurs images ici qui sont vraiment incroyablement intéressantes, en particulier celle-là en bas à droite, où on voit un langage ou un mélange entre des discours racistes et misogynes. C'est une attaque envers Hillary Clinton, mais c'est aussi une forme de menace. Voici ce qui arrive aux femmes qui rentrent dans des situations de pouvoir. Elle n'est pas la seule politicienne. Angela Merkel, Theresa May, Margaret Thatcher, Nancy Pelosi et même la pauvre Elisabeth Ier, qui, dans cette image, c'est une image hologramme, donc quand on la bouge, elle devient une tête de méduse. Il existe quelques caricatures, parce que je voulais être fair, là, je voulais être juste montrant Trump en méduse, dans le sens où méduse est un monstre, mais il se passe quelque chose de particulier ici, je pense, dans la transformation de Trump en femme pour devenir méduse. Une dimension de la blague, c'est que Trump est féminisé. Et donc, encore une fois, il y a quelque chose de sexiste dans cette blague. Pour conclure, j'aimerais revenir sur le gazouillis initial de Griffin et sur le texte qui l'accompagne, pour cette fois-ci me concentrer sur la question du sang. Après une entrevue avec Megyn Kelly, Trump, qui avait trouvé la journaliste trop agressive à son égard, avait dit qu'elle avait du sang qui lui sortait des yeux, du sang qui lui sortait de je ne sais quoi. Une référence évidemment au sang menstruel. Et si on revient à notre mythe, le sang de Méduse est puissant. Il possède d'une part le pouvoir de pétrification, mais il possède aussi le pouvoir de guérison. Et c'est le sang, il faut choisir quel sang tu prends, mais c'est le sang de Méduse qui est à la source de la science de la pharmacologie dans la Grèce antique. Ce désir de contrôler le sang, la fertilité des femmes, c'est un désir de contrôler une source de pouvoir des femmes et qui nous ramène au projet de la droite républicaine de contrôler les femmes, de contrôler leur fertilité et de limiter leurs paroles. Alors voilà, j'espère avoir donné une petite idée des liens qui se tissent avec cette image, mais aussi avec des images qu'on a vues tout à l'heure et qu'on a vues ce matin. Alors j'espère qu'on va pouvoir continuer dans la discussion. Merci.